Bonjour à tous, rebonjour, merci de prendre un petit moment ce matin pour parler design avec moi. Sujet passionnant qu'on pourrait explorer presque toute la journée. Donc là, je fais un format très très synthétique pour essayer de parcourir le plus d'aspérité possible, on va dire. Voilà, donc je suis Thomas Lemouédic, je suis un des associés de l'agence digitale Ultro, petite agence qui est basée à Clermont et à Aix-en-Provence. Qu'on a créé en 2008 avec mon associé, avant d'avoir travaillé pendant à peu près une quinzaine d'années dans le web dès ses débuts. Et on accompagne tout type d'entreprise, donc ça va de la start-up à l'entreprise très mature, même certains groupes internationaux sur du design de services qu'on appelle, hein, c'est de la création d'applications ou de services numériques, mais aussi une partie conseil et identité, et pour certains de l'e-commerce. Le client qui est souvent le plus cité chez nous, c'est Picture, qui est quand même une petite référence locale que beaucoup connaissent, avec qui on collabore depuis leur début. Voilà. Et on est en train de sortir un site e-commerce grand public qui sera présent dans quelques semaines. Alors, voilà, alors on parle design aujourd'hui, j'ai résumé ça good design, bad design pour parler de ce qui est plutôt à encourager et de ce qui est parfois relevé comme une mauvaise pratique, qui s'applique aussi bien au design de service qu'au design de marque. La première petite pique que je voulais faire en introduction de la présentation, c'était ce travers français qu'on a de mélanger un petit peu le concept de design avec la notion de modernité. Souvent, voilà, je vois pas mal de... Ça m'arrive de voir quelqu'un entrer dans une pièce et dire « Ah, c'est vachement design !» Mais au lieu de vouloir dire « Ah, c'est très épuré !» ou c'est moderne, ou c'est stylisé. Voilà, il y a toujours une petite confusion là-dessus, alors que le design, chez nos amis anglo-saxons, c'est très clair, c'est plutôt la manière de concevoir les choses, c'est-à-dire un ensemble de pratiques qui visent à faciliter l'usage, la manière dont j'utilise l'objet ou le service, ou la compréhension, la manière ce qui va m'aider à me repérer dans l'espace, ce qu'on a typiquement avec un exercice de signalétique ou de signalisation ou d'orientation, voilà, ou alors la compréhension, on l'a également face à une interface, un magazine, un livre ou un tableau de bord par exemple. Alors quand on appliqué à l'entreprise, le design, on le retrouve sous plusieurs formes. Là j'ai pris Nest, hein, c'est une entreprise que j'adore, que vous connaissez peut-être, qui fait partie de la grande maison Google aujourd'hui, qui avait vraiment inventé ce fameux thermostat au début, grosse innovation produit, et qui aujourd'hui est copié par d'autres industriels, et qui est une petite start-up à la base. Et donc on a le design de marque. En haut, j'ai fait une capture de leur guide de marque où là on écrit sous toutes les déclinaisons de marque sous toutes ses formes, comment on l'utilise dans les différents réseaux. On a du design dans le produit en lui-même qui était à l'origine du succès de Nest. On a du design de service puisqu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant et de marques qui fournissent du service à côté du produit, soit pour mieux comprendre son utilisation, soit pour compléter, créer de nouveaux usages et des nouveaux points de contact avec le consommateur. Et on a également le design d'espace. Là, c'est une capture de leur stand, mais le design d'espace, on le retrouve aussi en point de vente, on le retrouve dans des showrooms, on le retrouve dans des événements. Là, par exemple, actuellement, on collabore à l'agence avec une start-up qui fait que du design d'espace, c'est-à-dire qui réinvente la restauration collective. Et au lieu d'avoir un restaurant d'entreprise un peu cimetière, Sodexo, eh ben, ils essaient de faire un mélange de différentes choses, c'est-à-dire un lieu de vie qui est en même temps un lieu de travail, qui est en même temps un lieu de restauration et qui est en même temps un lieu d'échange. Chose qui nous est très familière à nous qui fréquentons des cowork ou des espaces comme le bivouac, mais qui n'est pas du tout le cas dans une boîte de 300-400 personnes qui assure la restauration pour tout un tas de services. Voilà. Et là, c'est passionnant parce que leur job, c'est de faire des appels d'offres face à des géants de l'alimentation et de la restauration collective et de proposer un projet alternatif qui repose sur l'humain et la qualité de ce qu'on mange. Donc c'est fascinant. Voilà, et je compléterai cette diapositive en disant qu'il y a également, pour les plus aguerris, le design sonore.
hein, une signature de marque, par exemple audio, que vous voyez sur les spots publicitaires, c'est du design sonore. Et on a également la notion encore plus avancée de design de contenu, qu'on pratique beaucoup en agence aujourd'hui, c'est-à-dire transformer des contenus pas terribles en super contenus, c'est-à-dire plus intéressants, plus adaptés à la consultation écran, plus propres à tous les publics. Voilà. Et ça, c'est particulièrement vrai en B2B, qui est un peu le parent pauvre en matière de contenu, où là, on avait une grosse tradition, habitude de contenus complexes et techniques, qui aujourd'hui sont passés à la moulinette pour devenir des contenus beaucoup plus faciles à l'usage, à l'appropriation. Ok. Bon. Ok. Et puis quelques notions nouvelles aussi à propos du design que vous voyez dans les revues économiques et dans la presse, ce qu'on appelle le design thinking, le design management, qui sont des notions un peu nouvelles dans la bouche de certains dirigeants RH ou de pas mal d'entreprises. En fait, c'est vrai que c'est un petit vent de panique qui circule, qu'on avait vu déjà avec la digitalisation, c'est-à-dire nous, on ne sait pas trop quoi faire, mais on sait qu'on doit le faire parce que sinon on va prendre du retard sur nos concurrents. Et voilà. Et tout ça, c'est simplement... alors après, j'ai mis design machin de manière un peu moqueuse parce que c'est vrai que certains termes sont parfois galvaudés, mal utilisés, et c'est simplement des entreprises qui essaient de se raccrocher à des réalités simples, c'est-à-dire qu'ils doivent briser des silos. Ils ont tout un tas de services qui sont un peu isolés, comme ça, dans des étages qui communiquent très peu très peu entre eux. C'est le cas souvent entre la technique et la communication, hein. Je prends des exemples un peu simplifiés, mais c'est souvent le cas. Le design management, le but, c'est aussi de stimuler l'innovation. Beaucoup d'entreprises se sont arrêtées à leurs produits, à leur façon de faire, à leurs distributeurs, et puis se sont dit, voilà, soit fort d'un succès commercial ou d'une certaine réussite, que c'était plus la peine de rechallenger leur manière de faire. Le fait de voir des startups le faire et les bousculer, ça leur a été un vrai électrochoc pour certaines, qui se sont mises du coup soit à créer des incubateurs, enfin on voit toute forme de dispositifs innovants au sein des entreprises, soit même de racheter des petites entreprises, des startups qui étaient en train de bousculer leur marché pour relancer l'innovation. Et puis, cette phrase, cette approche que je vois souvent, qui me fait toujours rire un peu jaune, être centré utilisateur ou consommateur, qui nous semble être vraiment le point de départ évident d'une démarche produit, qui en fait avait été complètement oublié pendant des années, ce qui fait qu'on se dit, tiens, mais en fait, il faut qu'on discute avec l'utilisateur, il faut qu'on lui fasse essayer, il faut qu'on lui propose des choses. Voilà, donc on voit mûrir des workshops, des tests utilisateurs, des séances, des focus group. Là aussi, il y avait des entreprises qui avaient l'habitude de le faire. J'ai participé à ça il y a longtemps, et puis il y en a d'autres qui ne le faisaient pas du tout. Donc il y a un gros enjeu quand même si je suis un peu sévère avec tout ça. C'est vrai que c'est essentiel qu'une entreprise soit capable de se remettre dans le jeu chaque année, ou chaque cycle produit, pour se dire, OK, on a réussi quelque chose, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Rassemblons nos utilisateurs, faisons des tests, des projections, etc. Travaillons avec d'autres. Les partenariats technologiques servent aussi à ça, pour créer de l'innovation. Alors pourquoi cet intérêt soudain pour le design ? Je viens de le citer dans les grandes lignes, mais j'aime bien citer aussi cette étude de ce fonds d'investissement NEA qui est très très connu aux États-Unis, assez peu en Europe, qui est un des plus gros fonds d'investissement start-up. Ils ont notamment est à l'origine de belles aventures comme Groupon ou Jet ou d'autres. Ils sont vraiment sur le médical et la technologie. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 milliards investis dans un portefeuille de 300 startups. Donc autant dire que c'est des gens qui ont énormément d'expérience et de recul sur le sujet. Et comme c'est des passionnés de belles aventures et de belles entreprises, ils ont sorti cette étude, le futur du design dans les startups. Chaque année, ils vont la reconduire. Donc là, je cite celle de 2016, mais il y a aussi celle de 2007 qui est en préparation. Et là, ils nous sortent tout un tas de chiffres. On avait très peu de chiffres sur l'importance du design dans l'entreprise. Et ils nous apprennent plein de choses intéressantes. Donc dans cette étude, ils ont à peu près 300 à 400 entreprises répondantes qu'ils ont regroupées en catégories. Donc on va dire les designs centriques.
Des gens qui disent oui, oui, le design c'est important dans ma boîte, voilà, sans trop savoir vraiment comment l'utiliser. Et des designs, ce que j'appelle matures, c'est-à-dire des entreprises qui ont dans leur mur un ou plusieurs designers et parfois même un des associés qui lui-même est un designer. Voilà, ça arrive dans beaucoup d'aventures de start-up, qu'un succès produit, il est aussi à l'origine d'une vision, voilà, il vient d'une vision, d'une projection d'un des créateurs. Et tous se mettent à peu près d'accord, surtout les designs matures, pour dire que voilà, 87% du bon design fait des meilleures ventes. Alors évidemment, avant d'arriver à ce raccourci, il y a tout un tas d'étapes, mais on se dit qu'un bon service génère plus d'engagement, une meilleure fidélisation et une bonne démarche design fait des cycles produits plus rapides. Parce qu'on est capable de faire des itérations, du développement beaucoup plus agile, beaucoup plus fragmenté, avec des résultats et des livrables intermédiaires. Et cette philosophie, normalement, donne de meilleurs résultats puisqu'on teste, on apprend de ces tests, et on restitue ou on avance sur l'étape suivante avec déjà un retour sur expérience. Je mets aussi cette petite citation de la Cathy, là, qui est à la tête du design chez Airbnb, alors, qui résume vraiment bien mon propos, je l'ai mise aussi pour ça. Une entreprise qui est design-centrique, elle donne la priorité à l'expérience utilisateur. Ça aussi, c'est un terme qu'on voit énormément aujourd'hui dans les analyses, dans le discours des responsables de la technologie, de l'innovation, qui veulent remettre leur utilisateur ou leur consommateur au centre de leur manière de faire. Et surtout, elle est réceptive aux idées nouvelles, c'est-à-dire que c'est une démarche d'ouverture. Moi, j'ai travaillé pas mal ces dernières années avec Limagrin et Michelin, entre autres, et c'est vrai qu'à un moment, je leur disais à Limagrin, mais finalement, ça va arriver chez vous forcément, et ce sujet de la technologie, de la start-up, du partenariat, et c'est ce qui s'est passé, puisque aujourd'hui, ils se rendent compte que les start-up, elles sont partout, que ce soit pour amener de l'agriculture en ville, pour s'intéresser de plus près à la filière, enfin, il y a plein de sujets. Et comme on ne peut pas tout générer soi-même, parfois, le meilleur moyen d'avancer, c'est de s'associer avec d'autres. Donc, c'est d'être ouvert à ça, de se dire, je crois que je ne vais pas y arriver tout seul, parce que je ne sais pas le développer, je ne vais pas assez vite, je n'ai pas la manière d'incuber. Le mieux, c'est de le faire avec d'autres. Voilà, donc vous avez aussi des partenariats au bivouac avec ces gens-là. Mais c'est important de savoir aller chercher le savoir ailleurs. Et c'est aussi une démarche de persévérance et de recherche de perfection en se disant on ne se limite pas au assez bien. En fait, on est en recherche, on remet nos process en question, on recherche à améliorer en permanence. C'est pour ça qu'une belle entreprise digitale, un beau service, on va voir chaque fois des améliorations sur le site, une recherche, un petit bouton qui change, une petite notice, une façon de traiter l'information qui évolue en continu. Et ça fait partie des services qu'on fait à l'agence avec d'autres startups, et c'est un travail très riche. Voilà, on cherche à améliorer en permanence l'expérience globale, un concept qui était hyper cher à Steve Jobs à l'époque en disant non, le packaging il doit être comme ça, la notice elle est comme ça, il y a un sticker à tel endroit, il y a un cap comme ça. Voilà, l'expérience globale du toucher, de la vue, du point de vente, de l'expérience post-achat, ça c'est l'expérience globale. Alors, autre statistique issue de cette étude, et j'aime bien ça parce que ça s'adresse à nos amis start-upers ou aux jeunes entrepreneurs qui créent dans l'optique de soit de céder, soit de s'associer, soit de faire partie d'une aventure plus grosse. Mais je pense que, et je partage cette opinion, de dire que du bon design contribue à une meilleure, ou en tout cas une valorisation plus importante du projet. Moi, je fais partie des utilisateurs ou des consommateurs qui sont davantage séduits par un produit bien designé, que ce soit une marque, un service, un objet, même un vêtement, on va dire, qui est bien designé, plutôt que un autre concurrent, un autre service qui, lui, le serait un peu moins bien. Oui, pardon ? Ouais, alors Le Bon Coin, c'est pas vraiment un contre-exemple parce que c'est un service qui est très mal designé, mais qui est très populaire. Donc c'est un gros groupe, Le Bon Coin, c'est un groupe des pays du Nord qui a déployé ensuite ce modèle sur d'autres pays. Et rien que même le service mobile aujourd'hui, il souffre de problèmes de design qui corrigent puisqu'ils ont une équipe aujourd'hui. Il y a eu une refonte l'année dernière avec une nouvelle appropriation de l'expérience. Mais
vu la popularité, en fait, il y a eu une rupture, c'est-à-dire qu'ils ont amené un service qui n'existait pas ou qui était plus ou moins mal fait et qui était plutôt régional, assez fragmenté, pour amener un service d'envergure qui était gratuit, hein, et qui à l'époque était une vraie rupture par rapport à eBay, où là, il y avait les enchères, on ne savait pas trop avec qui on achetait. Ils ont dit non, là c'est fini, maintenant tout le monde met une annonce, ça coûte rien, voilà. Donc, mais le service en lui-même, il a quand même quelques défaillances aujourd'hui. Notamment, moi qui l'utilise beaucoup, hein, sur mobile, je ne sais pas, vous verrez, mais il y a des gros boutons bleus, par exemple, qui sont parfois tout en travers de l'interface, ou le système d'alerte qui est réservé à l'immobilier. Enfin, voilà, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas, mais c'est très efficace dans le sens où c'est rapide. On a tous les listings, on a les annonces, tout est thématisé, catégorisé, et ça va très vite, quoi. Et c'est surtout dans l'appropriation que c'est assez bien fait, puisque je peux déposer une annonce en très peu de temps, au bout de quelques minutes d'utilisation. Voilà. Mais je suis assez partagé, en tout cas, sur le Bon Coin. Surtout un truc que je déteste, que je trouve hyper nuisible à l'expérience, qu'on voit presque que chez eux aujourd'hui, c'est ces habillages publicitaires qui encadrent l'interface. Ok ? Donc, classiquement, ce qui se passe, c'est que vous chargez l'interface, elle apparaît. Au bout de 1 ou 2 secondes, elle se décale pour révéler tout l'habillage publicitaire. Et pour peu que vous avez cliqué sur un bouton d'interface, en fait, vous trouvez à cliquer sur la publicité. Voilà, ça, c'est des aspects d'une expérience que je n'aime pas du tout, par exemple, et qui sont largement perfectibles. Mais alors, qu'est-ce que le bon design? Maintenant qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut faire du bon design, comment est-ce qu'on fait du bon design? Alors là aussi, petite différence entre deux concepts. Qu'on a souvent, ah mais c'est pas du bon design parce que c'est pas créatif. Non, c'est deux choses très différentes. C'est-à-dire que le design, c'est plutôt une méthodologie, un ensemble de règles, une philosophie à laquelle on adhère, qu'on applique. La créativité, elle est beaucoup plus déstructurée. C'est-à-dire qu'on peut avoir un produit bien designé, assez sobre, assez simple dans son apparence, et un produit bien designé qui peut être beaucoup plus expressif, beaucoup plus coloré, avec une identité complètement différente. Donc il ne faut pas mélanger les deux, on peut faire du très bon design sans que la créativité soit débordante, et à contrario, on peut faire aussi de la très mauvaise créativité avec un bon design. Mais c'est deux concepts à bien différencier. Quand on parle de bon design, j'aime bien citer cette personne que vous ne connaissez peut-être pas, qui est Dieter Rams, qui a été un designer industriel hyper marquant de ce siècle, il a bossé 30 à 40 ans chez Braun, les appareils qui aujourd'hui n'ont pas le même succès, puisque évidemment c'est un secteur qui a complètement explosé avec les acteurs asiatiques, mais il a essayé de développer une philosophie sur le design pour rationaliser un peu sa définition. Et c'est quelqu'un qui a largement inspiré les gens chez Apple, dont Jonathan Ive, qui est à l'origine du design produit aussi là-bas. Et il a exprimé ça de manière très claire. Il a essayé de résumer ça en commandements, on va dire, en grandes guidelines. Et ça, c'est très précieux parce que je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quel produit en le définissant comme tel, c'est-à-dire que le bon design est innovant, donc on va essayer de remettre en question ce qu'on connaît. On rend un produit utile, voilà. Alors j'aime bien cette notion de produit utile parce que souvent je vois des projets de start-up qui ne sont pas utiles, et c'est très fréquent, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et c'est souvent, je crois que c'est la première ou deuxième raison du décès de la start-up, entre guillemets, c'est qu'ils ont inventé quelque chose dont on n'avait pas besoin. Voilà. Et en se disant, peut-être que les gens vont en avoir besoin, puisqu'on l'a inventé. Mais en fait, non. Donc ça, c'est pour ça que le design doit rendre quelque chose utile. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas forcément nécessaire. Le bon design est esthétique. Alors là, il y a toujours une petite part de subjectivité, évidemment, dans ce concept. Rend un produit compréhensible, ça c'est un objectif incontournable, c'est-à-dire que le design, et ça vous pouvez le voir si vous travaillez des interfaces de sites web, des interfaces de produits ou d'app mobile, faites des petits tests utilisateurs avec 3, 4, 5 personnes pour voir si ce que vous avez fait est compréhensible. Moi j'ai vu beaucoup de très bons services ne pas être assez compréhensibles, voilà, ce qui fait que forcément vient quelqu'un qui le fait mieux et qui s'installe à la place historiquement. Le bon design est discret. Alors là, il y a des partisans un peu radicaux qui disent qu'on ne doit pas voir le design tellement il doit être bien fait. Ça aussi, c'est une philosophie qui me plaît, même si on n'est pas tous fans du minimalisme. Hein, c'est pas une religion. Le bon design est honnête.
C'est-à-dire qu'on peut se dispenser de subterfuges, d'artifices, de choses qui ne sont pas utiles, qui viennent juste alourdir l'expérience. Et ça, on le voit beaucoup dans le design graphique. Le trait en trop, le gimmick décoratif dans les logos. Voilà, des choses qui, en fait, sont pas nécessaires. Ça ne donne pas plus d'identité au projet. Ça ne le rend pas plus beau. Ça le rend juste plus complexe, en fait. Et ça, c'est ce qu'on essaie de travailler avec les marques avec lesquelles on travaille. Le bon design est durable, ça me plaît beaucoup aussi, c'est l'idée que ce qu'on crée va durer plusieurs années, ça veut dire qu'on a fait des choix qui sont fondés sur des décisions de solidité, de rationalité. Je vais montrer quelques exemples, mais c'est vrai que changer de logo chaque année, ça veut dire qu'on a un problème quelque part avec la manière dont on le conçoit ou la manière dont on le travaille avec le partenaire qui le crée. Le bon design est approfondi jusque dans les moindres détails. Là aussi, je pense que la recherche de perfection est toujours salutaire et bénéfique. Le bon design est respectueux de son environnement et le bon design est le minimum de design possible. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent servir, mais pour tout, hein, qu'il s'agisse d'un logo, d'une interface de site web, d'une plaquette, d'un vêtement. Voilà, c'est toujours, encore une fois, à contrebalancer avec la créativité, puisqu'il y a de la bonne créativité qui rajoute de la valeur au produit, mais il y a de la créativité qui, par contre, enlève de la valeur au produit. Il faut toujours trouver cet équilibre-là. C'est assez subtil, mais quand c'est réussi, ça donne de très bons résultats. Alors, quand je fais une petite aparté sur les sujets qu'on traite avec les entreprises, alors qu'est-ce que le bon design quand on parle d'identité et de dénomination ? J'avais un début d'échange au café avec quelqu'un qui parlait de changer de nom de son projet de start-up. Et puis il y avait quelqu'un de chez Michelin qui parlait de leur recherche de nom pour leurs produits. Alors c'était super intéressant parce qu'il expliquait la démarche qui les avait amenés à choisir ce nom-là. Et c'est la bonne démarche. C'est-à-dire qu'il y a une histoire derrière ce nom. Il y a une démarche, voilà, ils ont creusé le sujet. Et là, j'ai été un peu méchant. J'ai mis plein de noms de start-up qui ne veulent rien dire. Alors, justement, la personne avec qui je m'entretenais me disait « Oui, mais c'est vachement compliqué parce que tout a été pris. Il y a plein de gens qui sont passés avant nous. Il y a les domaines, il y a le dépôt de marque, il y a le sens, l'universalité. On a envie tout de suite que quelqu'un d'anglais ou d'américain comprenne notre aventure de marque. Voilà, c'est pas facile, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de budget. Alors, donc, le problème, c'est que cette démarche, elle mène à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part Kiwis, qui a quand même décidé de préciser ce que c'était, parce que sinon, c'est pas possible de savoir, mais je vous mets au défi de me dire qui fait quoi là-dedans, à peu près. Alors, il y en a, mais je ne crois pas que ce soit la bonne démarche de gadgetiser son nom de marque, ou de l'infantiliser, ou de jouer sur la consonance et la sonorité, parce que au final, c'est un nom que vous allez garder un certain temps, qui va être dit oralement dans des pitchs, dans des présentations à des banques, à des investisseurs, et je ne crois pas que ça donne de la valeur de jouer là-dessus. Je pense plutôt que ça vaut le coup de se donner du mal à en trouver un meilleur, quitte à ce que on mette plus d'investissement dedans. Alors tout le monde dit ouais mais bon c'est chaud parce que nous on doit développer une app et puis on doit payer les bureaux. Alors ça je sais, mais je crois quand même que c'est un sujet assez sensible qui vaut le coup qu'on s'y penche un peu plus que ça. Alors voilà ce que j'ai régulièrement comme remarque. Oui, tout est déjà pris. On voulait un truc un peu rigolo, j'ai eu ça aussi. De toute façon on n'est pas une marque parce qu'on est un service, alors c'est pas la peine qu'on se donne du mal. Ou alors, on a cherché, mais finalement, rien ne nous a plu. Et on verra plus tard. Voilà. Mais il ne faut pas attendre plus tard. Parce que plus tard, quand vous voulez le nom de domaine, il vaudra encore plus cher, même s'il est déjà pris. Donc, ce n'est pas forcément la bonne démarche. Je crois plutôt que la bonne démarche, c'est que quand on fait un petit business plan d'entreprise, on provisionne du design parce qu'on a envie que cette aventure, ce projet, cette entreprise, elle plaise. C'est de la séduction. Donc, vous pouvez y aller... le plus chouette possible avec le PowerPoint, la chemise et tout, mais si ça s'appelle Rififi, ce sera Rififi. Et ça fera assez peu crédible
aux yeux d'un investisseur qui va dire ouais, ok, c'est cool, mais ça s'appelle Rififi quand même. Donc c'est compliqué de jouer sur la technologie et ce côté un peu décalé qui, à mon avis, est pas toujours porteur de valeur. Alors après, il y a plein de façons. Vous allez me dire, oui, mais alors comment on fait? C'est bien sympa de tout casser. Mais il y a plusieurs façons de faire. Aujourd'hui, c'est vrai que vous verrez pas mal de projets qui jouent sur les extensions de noms de domaine. Avec l'ouverture et la prolifération des extensions, on peut faire des noms un petit peu plus longs, un petit peu plus compliqués, mais en tout cas des noms extensions, ce que j'appelle, ce qui est très approprié pour des marques digitales ou des services technologiques, mais au moins de s'appeler quelque chose point insignifiant. Je trouve ça intéressant. Et puis après, il y a évidemment plein de démarches, des ateliers que vous pourrez trouver sur le net, sur une méthodo. Il y a aussi associer 2 mots, alors ça, Facebook, etc. Là, c'est vraiment une recette typiquement américaine, mais qui marche assez bien. Enfin, je pense qu'on peut faire mieux et au moins trouver un nom qui ait du sens et une histoire. Même si c'est pas forcément votre histoire, mais qui est une histoire. Voilà. Alors, en termes d'identité, j'ai parlé du nom, le logotype, qui est un sujet qu'on a régulièrement à gérer aussi dans nos aventures et les collaborations avec les projets d'entreprise. Donc là, j'ai cité Paul Rand, qui est aussi un très grand classique américain, qui est à l'origine de plein d'identités fantastiques et de systèmes pour IBM, pour d'autres, pour UPS. Qui dit, mais là aussi, c'est pas la peine de réinventer la roue, faites quelque chose qui marche, quelque chose qui est durable, qu'on puisse lire. Je vois beaucoup de logos qu'on ne peut pas lire dans des tailles de 100 pixels, par exemple, je trouve ça normal, qui soit simple, mémorable, approprié, dimensionnable et intemporel. C'est-à-dire que ce logo, il va durer au moins 6 mois, ou au moins un peu plus. Voilà. Aujourd'hui, on a moins de scrupules à le changer régulièrement, mais c'est bien de garder en tête ces dimensions-là. Alors, j'ai mis cet exemple là pour dire qu'évidemment, on voit qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, un cycle d'identité, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où il y a des entreprises qui ont le même logo depuis 20 ans, même s'il a évolué légèrement dans le temps. Là, j'ai mis les changements radicaux qu'a traversé Airbnb depuis sa création, avec un logo un peu compliqué au début, un peu plus résumé ensuite avec une petite ombre portée, ensuite une version script pas très très lisible avec cette espèce de dégradé, pour ensuite revenir à quelque chose de flat, tout plat, puis ensuite elle a missionné une très grosse agence pour développer un langage graphique, ce qu'elle appelle universel, qui aujourd'hui est déployé partout, mais qui rejoint quelque part les notions abordées précédemment, c'est-à-dire lisible, durable, simple, efficace, et qui, en plus, avec cet insigne, a toute une histoire et un signifiant. Voilà. Thomas, j'ai une question. Tu peux décrire la signification du logo? Tu le sais, toi, Oui, alors c'est le graphisme. Ouais, on trouve l'histoire sur le site de l'agence qui a créé ça. Donc ça a pris. Alors il a eu diverses formes en fait. Hein. C'est un mélange de plein de choses, de liens entre les gens, d'amour, d'intériorité. Enfin, il y a plein de concepts derrière tout ça. Et j'ai mis dans les annexes l'histoire de ce logo. Ils ont inventé ce qu'on appelle un design system. Donc c'est plus que des guidelines. Là, c'est un site consacré à toutes les déclinaisons de la marque Airbnb. Mais c'est une très belle aventure. Alors, il a été critiqué, ce logo, c'est marrant que tu le cites, parce que sur le net, tout de suite, sont sortis des logos un peu équivalents 30 ans avant, en disant « Ah bah ouais, ils ont copié tout », alors que pas du tout. Il se trouve que c'était une démarche qui avait rien à voir, mais évidemment, les trucs se ressemblaient énormément. Mais après des dizaines d'années d'exploration graphique, ben, on arrive des fois à ce genre de confusion où on sort quelque chose et il y a eu quelque chose qui existait déjà précédemment. C'est une difficulté pour tous les créateurs de logos, malheureusement, de se retrouver un jour face à un logo qui ressemble au sien. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a des agences aussi pour ça, mais c'est pas évident de trouver un signifiant ou un traité propriétaire exclusif. C'est même très difficile. Et pardon, une petite question. Et tant qu'on est sur les logos, du coup, Ultro, ça veut dire quoi? Et pourquoi vous avez mis une barre sur le haut? C'est une super question. Alors, je fais un léger décrochage. Ma première agence s'appelait Robertson, nom anglo-saxon. Alors, Robertson, et pourtant, quand on l'a créé, on n'était que 2. Et en fait, on voulait une agence
le nom ne donne pas idée de la taille, donc pas trop fantaisiste, qui soit inspiré tu sais, il y a beaucoup d'agences anglo-saxonnes qui ont des noms comme ça, voilà, McCann entre autres, etc., et qui sont assez universels, on va dire. Donc on voulait ça, et puis il y a une forme d'élégance dans ces noms-là, et en fait on a pris une carte d'Écosse avec tous les clans comme ça. Et il y avait McDouglas, il y avait plein de choses, et il y avait eu Robertson. On s'est dit, oh, ça c'est vraiment bien Robertson. Et après on s'est dit, putain, il nous faut une histoire, parce que les gens vont nous dire, mais Robertson, tu t'appelles Thomas Robertson, et en fait pas du tout. Et on a trouvé un monsieur Robertson au 19e siècle, qui est l'inventeur des lanternes magiques. En fait, c'était des illusions d'optique, et nous on jouait avec ça en disant, nous on fait des choses à l'écran qui transforment la vie des entreprises. On a réussi à faire une histoire. Ensuite, cette agence a été rachetée, et après, on a créé Ultro. Et Ultro, ça a été très compliqué. Et finalement, on est arrivé c'est un terme latin qui veut dire à côté d'eux et au-delà. Alors, c'est des notions latines, hein, évidemment, je le résume un peu. Mais c'était l'idée d'accompagner notre client, être à côté d'eux et de voir au-delà la perspective. Et donc, sur le haut, il y a ce qu'on appelle le macron, hein, je ne l'invente pas. C'est cette barre sur le haut qui est un purement caractère latin. Voilà, on a transformé en artifice graphique, qui fait partie, mais il y a une explication derrière tout ça. Voilà. Quand on dit qu'un logo doit s'adapter, être dimensionnable, j'ai remis cette slide pour bien rappeler qu'un logo, c'est protéiforme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas monobloc du tout. Il faut bien penser que votre logo va être utilisé dans des expressions très réduites, comme un icône d'app mobile ou un bookmark de navigateur. Il va être utilisé par des partenaires tiers pour se brancher avec votre système, par exemple. Il va être peut-être utilisé dans des déclinaisons B2C ou B2B. Il va être aussi utilisé dans une forme institutionnelle. Voilà. Et après, pour les plus chanceux qui créent des produits avec leur signalétique de marque, ça peut devenir juste quelques symboles graphiques. Mais c'est toujours avec des déclinaisons, avec une certaine forme de modularité. Voilà. Donc bien penser qu'un logo, si on ne peut pas l'utiliser en petite taille, c'est qu'il a un défaut, par exemple. Si on ne peut pas l'utiliser dans une petite taille d'icône, c'est qu'il a un problème aussi. Donc il faut bien anticiper tous ces cas de figure. Alors, le bon design, avant qu'il ne soit trop tard, c'est une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Donc moi, je suis assez fan de course à pied. J'aime beaucoup ça. Et dans la course à pied, il y a évidemment des notions de performance, de technologie, de dépassement, de technicité. Voilà. Alors là, à gogo, je crois que tout le monde utilise ce discours-là. Et je vois souvent des produits de cette marque X-Bionic, qui est une marque suisse, italo-suisse, qui a vraiment travaillé son design. Donc dans son identité, dans ses produits, dans son discours, dans ses supports, tout est parfaitement harmonisé. En plus les Suisses, tradition graphique, c'est presque dans leur sang. Donc là, je trouve ça fantastique. Et donc vous verrez peut-être un jour ces produits dans les magasins. Et j'étais sur un salon Sport Achat la semaine dernière. Et je tombe sur cette entreprise française qui s'appelle Monet Sport. Et qui fabrique des produits à peu près équivalents, donc des chaussettes très techniques, voilà, je passe les détails. Et donc, je veux rencontrer ce gars, parce que je me dis, mais les produits sont vraiment bien, j'en vois, je me dis que c'est super. Donc j'entre en contact avec le patron de cette entreprise, donc c'est un industriel d'une 50aine d'années, qui a repris Monet Sport, voilà, ça fait partie des entreprises françaises qui ont eu des difficultés, qui n'ont pas toujours su se renouveler, justement. Et il a racheté ça. Et donc je discute avec lui, très sympa et tout. Et il me dit, ouais, non, mais en fait, le design, on verra après, parce que là, c'est compliqué. Ça fait 3 années qu'on sue à placer des produits et à les vendre. Donc pour moi, ça viendra après. Et donc j'essaie de lui expliquer à ce moment-là que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut faire le design avant pour avoir des bons produits, être séduisant et vendre. Et en fait, ça ne marche pas. Donc j'essaie de trouver une autre manière de lui exprimer ça. Mais je me suis retrouvé face à des réflexes naturels de dirigeants qui disent non, mais moi j'ai des salariés, j'ai une boîte à faire tourner et la communication, ce sera après. Sauf que, je vais pas trop insister là-dessus, mais il est en face de ces gens-là dans des magasins. C'est ça la réalité d'un linéaire produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être complètement en décalage avec son univers concurrentiel parce qu'on a une priorité industrielle. C'est pas possible. Donc j'espère qu'on pourra collaborer avec lui. Je suis à la trace
pour réinventer Money Sport, super boîte française qui a 100 ans d'existence. Enfin, les histoires, il y en a plein les cartons chez eux. Simplement, on est resté sur une vision complètement industrielle du produit, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout suffisant, puisque pour raconter une histoire à des milliers d'utilisateurs sur Internet, si on parle juste du process industriel, ben, c'est pas une matière suffisante, malheureusement. Alors, un petit point aussi sur le design de service. J'ai parlé du design produit, du design de marque. Design de service, sujet que je connais bien en tant que concepteur aussi. Ça a explosé, les services. Je ne vais pas en parler très longtemps. Vous en avez plein vos smartphones. Il y en a plein partout sur les tablettes des enfants, des parents, qui sont liés aussi à ces nouveaux comportements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'utilisateur il est prêt à payer davantage pour un accès que de posséder. Voilà. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer un abonnement à Netflix ou à Spotify, alors qu'avant, on allait acheter un service à l'année. Voilà. Là, donc, il y a une demande très forte de ce service sur lequel on se branche à un ou plusieurs utilisateurs pour utiliser un certain temps donné. Il y a aussi l'insatisfaction de services existants qui crée de très bons nouveaux services, on va voir. Il y a aussi des nouveaux besoins. Par exemple, je suis fan de mon corps et j'ai besoin de savoir combien de calories je dépense par jour, ou égarer ma voiture ce soir, j'ai oublié. Enfin voilà, des services. On peut créer des nouveaux besoins comme ça, même si, je le précisais tout à l'heure, des fois, il n'y a vraiment pas le besoin et ça ne marche pas. Et puis, il y a ce que j'appelle ce phénomène de multiplication des points de contact avec les marques. Les marques, elles ont compris qu'une fois que le produit était vendu, il n'y avait plus trop d'histoire avec le consommateur et qu'en créant des services, on allait pouvoir prolonger l'expérience et soit dialoguer avec lui, soit lui proposer de nouvelles choses, soit l'engager sur une autre expérience. Donc c'est ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, je les catégorise un peu comme tels, mais on pourrait affiner. On a des services de divertissement, le média, le sport. On a l'information, les services publics, un de mes chapitres préférés, et ensuite les services business. Là, on a tout l'e-commerce, le transactionnel, voilà, le booking, etc. Et je vais faire un petit exemple de rupture qui me plaît énormément. C'est l'histoire de Captain Train, qui aujourd'hui fait partie de Trainline. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Captain Train. C'est des gens qui se sont mis très tôt sur la revente de billets de la SNCF lorsque ça a été ouvert, ce marché. Et comme tout le monde trouvait l'expérience désastreuse sur la SNCF, ils se sont engouffrés là-dedans. Ils ont monté une petite équipe et ils ont commencé à revendre les billets de train. Et alors, ils ont dit, bah voilà, la SNCF, voilà comment ils parlent. Et nous, on va juste faire comme des humains. On va vous parler normalement. On va arrêter d'utiliser un langage technique qui est inapproprié aujourd'hui sur un service client et on va s'engager à vous répondre en très peu de temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre plusieurs heures, ben nous, on va vous répondre en 2 heures. Ils s'étaient engagés sur un délai de réponse hyper ambitieux. Et c'est devenu un carton. C'est devenu un carton. Aujourd'hui, ça fait 70 millions d'euros de chiffre. Ça fait partie de Trainline. C'était racheté il y a 1 an ou 2. Et ça a une cote, mais c'est peut-être un des services français qui était le plus aimé. J'ai jamais vu une cote d'amour aussi folle de la part d'utilisateurs avec un service. Et ils expliquent très bien leur philosophie. Alors il y a des éléments qui restent sur des résidus comme ci sur leur site web, mais voilà, ils disent nous on a laissé tout le bullshit, on a fait que du service. On a voilà Twitter, réponse en 30 minutes. Et les gens qui étaient habitués à des temps de latence énormes avec la SNCF, ils ont trouvé ça tout de suite complètement fou, quoi. Donc ils ont dit nous on va tout miser sur notre service client et les gens ils vont trouver ça dingue et ils vont en parler et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est une très très belle histoire et ça c'est du vrai design de service, c'est-à-dire que on a fait un service et on l'a conçu de manière à ce qu'il soit performant, simple d'accès, facile à utiliser, voilà, simplifier toute une expérience qui était complexe. Ça c'est du vrai bon design de service. Alors, les facteurs clés de succès d'un bon service aujourd'hui, comprendre ce dont les gens ont besoin. Hein. Encore une fois, je le rappelle, on n'a pas toujours besoin d'un service inutile. Prendre en compte toute l'expérience du début à la fin, parce qu'au début, ça marche bien, mais après, quand ça merde, des fois, ça se passe moins bien. D'ailleurs, tous les entreprises qui vendent des produits techniques savent que la relation se dégrade, la lune de miel, elle se dégrade dès qu'il y a un pépin sur le service.
Et sur la garantie, hein, tout le monde connaît ces phases-là dans le parcours d'achat, garantie, matériel cassé, prêt, etc., qui sont souvent des expériences très douloureuses. Faire simple et intuitif, l'itération, toujours, essayer, recommencer, sortir quelque chose, travailler avec des utilisateurs. Structurer les budgets et les contrats pour appuyer la prestation. Alors, c'est pas que pour moi que je dis ça, c'est parce que souvent, j'ai travaillé avec pas mal d'entreprises qui pensaient qu'on faisait une V0, après ça s'arrêtait et ça durait 4 ans. Alors qu'en fait, un service, c'est en continu, c'est un robinet qu'on ouvre et il va vivre pendant une certaine durée et qu'il va falloir avoir une équipe technique et qu'il va falloir le maintenir, etc. Et cette prédisposition-là n'est pas toujours présente. Désigner un leader et rendre cette personne responsable, donc là on est plutôt sur l'équipe. Mettre des équipes expérimentées, ça c'est essentiel, et ça a été un gros défaut des services publics pendant très longtemps, et je le vois encore chez d'autres entreprises, où ce n'est pas une équipe qualifiée, mais c'est un stagiaire. Alors j'ai rien contre les stagiaires, pour en avoir nous-mêmes des stagiaires, mais je ne crois pas qu'un stagiaire puisse être le pilote d'un projet pour réinventer un système ou une application, par exemple. Choisir des technos modernes et utiliser les données pour prendre des décisions. Ça aussi, c'est vraiment important, cette approche analytique des choses. J'avais mis dans cette histoire ce qui s'est passé au Royaume-Uni dans les années 2010 à 2015, là où ils ont décidé de réinventer la roue, c'est-à-dire que ce qu'on a dans certaines villes comme Paris, où ils ont dit bon voilà, on monte une équipe numérique, on arrête les frais, les gens nous détestent, au guichet c'est la guerre, réinventons le système, quoi, ça peut plus durer. Donc ils ont réinventé tous les systèmes du gouvernement, ils ont pris que des têtes pour piloter tout ça, ça a duré très longtemps. Et aujourd'hui, c'est ce type de données qu'on peut aller voir sur leur site, c'est-à-dire qu'ils mettent très clairement la satisfaction utilisateur, le temps d'attente, le taux de réponse, etc., le taux d'appropriation du service. Donc là, c'est la vignette véhicule, mais ils ont fait ça pour tous les services, pour un pauvre formulaire ou d'état civil. Aujourd'hui, tac, 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 voilà. Donc c'est digitalisation maximale, hyper bonne approche. Et le gars qui a pensé ça, là, Russell Davis, qui aujourd'hui est sorti de ce projet-là, peut-être que ça l'a vidé, mais il dit, en fait, c'était même pas la peine d'innover, là. C'était juste qu'on comprenne comment ça marche. C'était juste de rendre le truc facile. Au lieu d'avoir 6 ou 7 étapes, on a enlevé de la friction et on a tout simplifié. Donc là aussi, c'est intéressant sur des services complexes qu'on ne s'attend pas toujours à la révolution, on s'attend juste qu'à ce que ce soit simple et que ça marche. Voilà, on a tous envie de ça. Alors, c'est ma petite slide piqûre, là, quand je disais qu'on n'a pas toujours besoin de services que je vois passer. Ça, c'est une étude qui date de 2014 de CB Insights, et ils nous rappellent bien que la première raison, premier facteur clé d'interruption d'un projet, c'est parce que le marché n'en a pas besoin. Et en fait, on rigole, mais c'est quand même 42% d'histoires de projets qui s'arrêtent parce qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas la cible, il n'y a pas l'audience, il n'y a pas le public. Voilà. Et même si on essaie de le créer, ça ne marche pas. Donc là, il y a un vrai problème de design. Et les 3 autres que j'ai notés, c'est que le produit n'est pas assez bon. Voilà, il est pauvre. Il n'y a pas de business model, c'est-à-dire que le service n'est pas pensé du début jusqu'à la fin. Soit parce qu'il est trop cher, soit parce qu'on ne peut pas faire d'onboarding dedans, on n'arrive pas à rentrer dans l'expérience, il y a un seuil qu'on n'arrive pas à franchir, soit parce qu'on ne peut pas en sortir facilement, un service qui nous lie nous fait peur, et aussi un service qui ignore ses clients, c'est-à-dire voilà, j'ai vendu, maintenant bye bye, c'est la fin de notre relation. Donc quand on les additionne, ça nous fait quand même près de 70% d'explications sur la faillite ou l'abandon de certaines aventures entrepreneuriales. Et je terminerai par un petit coup de pouce, puisque j'ai dit que tout était dur, mais il y a quand même les grosses marques aujourd'hui qui ouvrent énormément leurs travaux. Donc tout le monde connaît peut-être le framework de Google, Google Design, le Google Material. Et il y en a plein d'autres qui le font, ce qui fait que cette matière-là, il y a plein de projets de start-up qui peuvent l'utiliser plutôt qu'aller inventer du design compliqué. Il y a aujourd'hui celui de Google qui est très connu, où ils mettent tous leurs travaux à disposition,
tout leur système graphique d'app, c'est disponible. Donc c'est une base fantastique pour faire du prototypage. Et il n'y a pas que Google qui le fait, il y a aussi Salesforce qui a créé le Lightning Design System, là. Et il y en a d'autres. Uber aussi commence à partager ce qu'ils ont fait avec leur agence. Airbnb partage aussi ce qu'ils font avec leur agence. Toutes ces très très grosses entreprises, elles disent nous, on veut l'ouverture, on veut que les gens ils utilisent nos systèmes parce qu'ils sont bons. Et voilà, c'est un gros coup de pouce parce qu'il y a 10 ans en arrière, tout le monde développait ses interfaces et ses bidules, alors qu'aujourd'hui, on a déjà des frameworks graphiques qui sont de très 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 bonne qualité et développés par des gens très compétents. Voilà, donc je partagerai mes notes. J'ai mis plein d'articles que j'ai utilisés pour cette présentation. La plupart sont en anglais, mais je pense que ça froissera personne. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps de discuter avec moi du design. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que vous aurez envie d'approfondir le sujet, d'appliquer ça aussi dans vos méthodos, dans vos ateliers, dans vos développements, dans vos retours d'expérience. Voilà. Excellente journée, merci beaucoup. Et vous pouvez me suivre sur ce compte Twitter-là, @telemouedic. Super, je peux terminer de ma place. C'est confortable. Merci Thomas pour ton intervention et hyper fournie. C'est intéressant, je crois que tout le monde partage ça. Donc on pourra retrouver, comme je disais au début, ton intervention sur le site du connecteur. Je crois que Damien va bien te voir pour que tu puisses lui dire 2-3 mots. On voit que voilà, c'est une problématique large qui couvre de nombreux secteurs. Tu étais voisin avant du Bivouac puisque tu es basé à La Part-Dieu, mais c'est pas loin, donc tu es le bienvenu si tu le souhaites pour revenir. Et puis n'hésitez pas à discuter avec Thomas, parce que vous voyez, il a plein d'idées. C'est peut-être des bonnes idées pour avancer dans les projets. Et merci à toi, donc au plaisir de te retrouver prochainement, et pourquoi pas rattaquer une thématique l'année prochaine, puisque on a des flashcamps tous les mois et on a des besoins en intervention régulière intéressante. Bravo, merci.